Chers amis, bonsoir. Il fait pas très chaud ce matin, mais j'ai une meilleure lumière dehors que dans la maison, donc je préfère faire mes vidéos dehors. Aujourd'hui, je vais vous parler de pudeur. En fait, j'avais déjà fait une vidéo et j'ai eu un problème de technique, et ce qui fait que ma vidéo est perdue. Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est pas plus mal parce que j'ai eu certains commentaires sur certaines vidéos au sujet du niqab, donc ça va me permettre d'en parler en même temps. Alors en fait, il s'agit de l'émission Toute une histoire d'hier, hier ou avant-hier, hier je crois, sur la pudeur. Et alors, c'était des cas extrêmes quand même, hein. C'était des cas, c'était 4 femmes qui étaient extrêmement pudiques. Je dirais anormalement pudiques. Oui, j'ai bien dit anormalement, intentionnellement. Voilà. Pourquoi est-ce anormal d'être pudique à ce point-là? Alors, pudique à quel point? Pudique au point d'être incapable de se montrer nu, entièrement nu, devant l'homme qu'on aime, par exemple. Voilà. Alors, je précise que... Excusez-moi. Je précise que j'ai jamais été à ce point-là, moi, quand même. J'ai jamais été à ce point-là. Mais j'ai été, moi aussi, extrêmement pudique à une période de ma vie. C'était pour d'autres raisons. Enfin, il y a l'éducation judéo-chrétienne, ça fait aucun doute, mais le fait que je sois une ancienne traumatisée sexuelle était pas fait pour arranger les choses, c'est clair. Mais j'étais quand même pas pudique à ce point-là, quoi. Là, les cas dans l'émission, c'est vraiment des cas extrêmes, quoi. Mais il y avait quand même 2 cas particuliers de gens qui avaient été extrêmement gros. Donc c'était une obésité morbide, quoi, hein. Et donc qui avait été opéré, qui avait subi des opérations de l'estomac et tout. Et donc c'était intéressant parce qu'il était expliqué que mentalement, ils gardaient l'image de leur corps comme s'il était toujours aussi gros, quoi. Donc tout est vraiment dans la tête. Alors c'est très intéressant d'ailleurs à voir comme émission, ne serait-ce sous cet angle-là aussi, quoi. Par rapport à tous les gens, par exemple, qui souhaitent maigrir. Et de voir, alors autant quand on a perdu 50 kilos, on se voit toujours quasiment aussi gros. Et puis à côté de ça, vous avez des gens qui font une taille normale, par exemple les anorexiques. Très souvent, enfin moi j'ai discuté avec des gamines, des adolescentes en question, et elles ont elles aussi le sentiment d'être grosses. Elles le pensent vraiment, quoi. C'est pas genre, quoi. Non, elles pensent vraiment qu'elles sont grosses, quoi. Donc comme quoi c'est vraiment dans la tête que ça se passe, quoi. C'est vraiment... Bon, alors, il y avait notamment le cas... Je suis un peu enrouée, hein, je m'excuse. Il y avait notamment le cas d'une femme qui avait un schéma extrêmement traditionnel, c'est-à-dire style judéo-chrétien ou musulman, hein, c'est-à-dire... bon, elle n'était pas voilée, ni quoi que ce soit, mais c'était vraiment le sexe uniquement dans le cadre du mariage vierge, et donc après, le sexe uniquement après la nuit de noces. Jamais son mari n'a vu ses fesses, jamais son mari ne l'a vue nue, entièrement nue uniquement dans l'obscurité totale, etc., etc. Dès l'instant que ses enfants lui parlent de sexe ou font une allusion grivoise ou quoi que ce soit, elle détourne les yeux, elle change de pièce. Enfin, c'est vraiment... c'est un cas quand même, hein. Mais par contre, elle était marrante parce qu'elle elle assumait assez bien, quoi. À la limite, elle en riait un peu aussi, hein, quand même, hein. Donc c'est bien dans un sens parce que il faut être tolérant après tout, hein. Mais là où il y a quand même un grave problème, cette femme-là justement qui est un cas extrême d'une certaine façon. Moi sur l'histoire de la virginité pour le mariage, je trouve ça complètement stupide, hein. Je tiens à le signaler, ça me met absolument hors de moi. Pourtant, Dieu sait que je suis d'un naturel extrêmement... je suis très pudique quand même, moi, je reconnais. Et puis je pense que c'est pas forcément mauvais d'être pudique. Je pense que ça a des très très bons côtés d'être pudique. Simplement, faut pas tomber dans l'excès, quoi, c'est tout. Ce qui est là, c'était vraiment le cas, quoi. Parce que, pourquoi est-ce que c'est stupide, cette histoire de virginité pour le mariage? Eh bien déjà, c'est tout simplement une invention des hommes, hein.
faut quand même le savoir. C'est voilà, c'est-à-dire que l'homme dans la religion musulmane ou je suppose que chez les juifs ils doivent être aussi cons aussi que les catholiques et que les musulmans, il n'y a pas de raison. Il était de bon ton que la femme soit vierge pour le mariage, quoi. Hein. Et pourquoi ? Parce que je suppose que le fait d'être le premier, c'était une sorte de, je sais pas, les hommes devraient parler de ça. Qu'est-ce que ça représente pour un homme d'être le premier ? Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. Et un peu comme si on était le premier à emprunter un chemin quelque part, quoi. D'une certaine façon. C'est vrai que la virginité, ça peut prendre une forme extrêmement large, pas uniquement par rapport à l'être humain, mais un paysage vierge. Moi, je me souviens quand il neigeait, quand j'étais enfant et qu'il neigeait, je demandais à mes parents de ne pas marcher sur certaines surfaces, parce que c'était blanc immaculé, et je trouvais ça tellement splendide, je voulais pas qu'il marche. Parce que c'était beau, quoi. Comme quoi, c'est pas une question de personne forcément, quoi. Une page blanche, par exemple, c'est une page vierge. On dit une page vierge. Alors pourquoi est-ce que c'est stupide ? Parce que c'est simplement une insulte faite à ceux qui ne le sont pas, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, et alors sous prétexte, un homme va rencontrer une femme, par exemple, et sous prétexte qu'elle n'est pas vierge, elle n'a pas la même valeur que si elle était vierge. Enfin, je veux dire, ça tient pas debout. Et puis, dans le comportement sexuel de l'homme qu'on aime ou de la femme qu'on aime, on peut très bien, une fois qu'on a fait l'amour avec, que ce soit la première fois, que ce soit les premières fois ou plus tard, le percevoir de façon assez différente, je pense. Parce que un homme, exactement comme une femme, va avoir dans son comportement sexuel, quoi qu'on en dise, une très forte influence de l'exemple qu'il a eu du couple parental, par exemple, ou de couples qu'il a eu autour de lui. Ça, c'est une absolue évidence. Moi, je connais des tas de gens, je connais des hommes, par exemple, de mon âge, qui ont toujours été de mauvais maris, parce qu'ils ont toujours eu des exemples sous le nez absolument catastrophiques. Et je suppose que donc sur le plan sexuel, ça devait être pareil. Alors imaginez un peu ce que ça donnait si jamais ils avaient exigé que la femme soit vierge. Ça aurait été encore pire. Enfin non, vraiment, pour moi, ça tient pas la route, quoi. Vraiment, je trouve ça profondément choquant. Alors pour information, pour ceux qui ne sont pas au courant, la dernière version de la Bible qui est sortie aux États-Unis, donc qui a été entièrement supervisée par le pape, bien évidemment, Marie n'est plus vierge. Hein. Il a expliqué que Marie n'était pas particulièrement vierge, qu'il n'y a aucun document de quoi que ce soit, de qui que ce soit, qui stipule qu'elle était vierge. Donc ça, c'est encore des énormes conneries que les hommes ont écrites dans la Bible et dans les livres saints, uniquement pour justifier le fait d'exiger des femmes qu'elles soient vierges. C'est uniquement de la manipulation, comme ils ont fait avec tous les livres sacrés, de toute façon, toute religion confondue. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Bon, ensuite, il y a quand même dans cette histoire... retournez voir, je vais mettre le lien de l'émission sous la vidéo, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Hein. Et alors, notamment, il y a un truc très intéressant, c'est qu'elle explique que vis-à-vis de ses enfants, par exemple, elle est absolument incapable d'avoir une discussion à cœur ouvert avec ses enfants au sujet de la sexualité. Alors ça, moi je trouve ça profondément choquant, vraiment, hein, parce que elle expliquait par exemple que quand elle a mis son bébé au monde, enfin ses enfants au monde, la première fois qu'elle a mis un bébé au monde, son premier donc, elle était complètement paniquée à l'idée de perdre les os, parce que personne lui avait expliqué qu'on perdait les os, comment ça allait se passer et tout. Donc c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, moi je sais que ma mère était exactement comme ça. Ça fait comme plein de gens de sa génération, malheureusement. Et d'ailleurs, nous, quand on était adolescente, on a eu quelques informations sur la sexualité par l'école, mais c'était vraiment des bribes, et c'était vraiment
on a plus su par les bouquins et en discutant entre copines, quoi. Mais moi, ma maman m'a jamais rien expliqué de la sexualité. Et qu'est-ce que ça veut dire expliquer ça ne veut pas dire être intrusif dans des positions, dans des pratiques ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. Mais ne serait-ce que donner les bases élémentaires, quoi. Moi, je sais que c'est ma sœur aînée qui m'a expliqué ce que c'était que les règles, par exemple. Et rétrospectivement, je me disais, mais quand même, merde, c'était pas à elle de le faire. On est d'accord? C'est à la maman, quand même, d'expliquer ça à sa petite fille, non? Ça me paraît la moindre des politesses. Eh bien, cette femme-là expliquait que si jamais ses enfants regardaient un truc où il y a des gens qui s'embrassent ou qui vont faire l'amour, qui sont susceptibles de faire l'amour, elle détourne le regard et elle change de pièce. Non, mais attendez, faut être gentil quand même. Moi, je suis sidérée de voir ça. En 2014, de voir ça, je trouve ça absolument sidérant, hein, vraiment. Hein. Voilà. Bon, sinon, il y avait 2 autres cas, justement, donc les cas dont je vous parlais, qui sont des personnes qui étaient extrêmement grosses avant, et qui donc font un... Comment dire, ont un travail psychologique important à faire pour modifier l'image qu'ils ont. Alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit... Alors, tout ce qu'a dit la psychologue est extrêmement, absolument passionnant, et je cautionne parfaitement tout ce qu'elle a dit, qui est tout à fait juste. Alors, moi, j'ai toujours fait ça aussi, hein. C'est-à-dire que dans tout le travail thérapeutique que j'ai fait depuis 10 ans, mais bon, c'est vrai que je suis une ancienne traumatisée sexuelle, donc c'est encore un peu particulier, mais... il y a plein de choses à faire qu'on peut faire soi-même hein, pour modifier l'image qu'on a de soi. Déjà, oser prendre la parole, etc. Le fait de défendre ses idées, de tenir tête à quelqu'un, par exemple, quelqu'un vous sort des conneries, ça peut sembler étrange de dire ça, mais si ça modifie la façon, l'image qu'on a de soi, ça modifie l'image, non pas l'image physique, mais l'image intellectuelle, c'est-à-dire la valeur globale de ce que l'on a. Enfin, comment dire? Oui, c'est ça, ça modifie la caution que l'on s'accorde par rapport à soi-même. Donc ça, c'est important. Par exemple, si un mec, moi ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand j'avais 20 ans, de m'engueuler avec un mec qui était vraiment un gros connard, quoi. Mais un spécimen, quoi. Bon, c'était un pervers. J'ai compris il n'y a pas longtemps d'ailleurs, enfin il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, que c'était un pervers narcissique. Mais quand je m'engueulais avec lui et que je défendais mes idées, que je défendais mon point de vue, et que j'arrivais à lui clouer le bec, ça augmentait l'estime que j'avais de moi. Donc d'une certaine façon, mon physique passait au second plan. Je me disais, c'est pas si important. Après tout, quand vous voyez, vous pouvez être moche comme un pou. Je veux dire, si vous croisez un mec ou une nana dans la rue qui vous sourit ou qui vous sort une blague, qui vous sort un truc agréable, gentil ou n'importe quoi, vous vous dites, bah oui, après tout, je suis peut-être moche, mais si on me sourit, c'est parce que je suis pas si désagréable que ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut essayer, d'ailleurs c'est intéressant parce que ce soir il y a une émission envoyée spéciale sur la beauté justement, et le fait d'être beau ou de ne pas être beau, en quoi ça influence le fait d'être embauché, etc., etc. Donc ça va être très intéressant. C'est vrai que oui, ça recoupe du coup. C'est tout à fait révélateur. Mais pour en revenir au physique strictement, alors là, dans l'émission, une des femmes justement, qui s'appelle Amélie d'ailleurs, comme une de mes filles, s'était acheté des vêtements et puis voulait les porter et se faire photographier par un photographe professionnel. Alors je sais qu'il existe certains photographes qui justement en ont fait leur métier. C'est-à-dire que leur métier, c'est de prendre des photos de femmes qui ont besoin de redorer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Donc ça c'est super intéressant. Mais ça, il faut avoir les moyens de se l'offrir. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Parce que souvent, il arrive que quand on n'a pas une bonne image de soi, il arrive qu'on soit un petit peu sur une voie de garage, qu'on soit au chômage, qu'on soit en psychothérapie, qu'on ait pété les plombs. Enfin bon, généralement, ce sont des choses qui sont... comment dire ? C'est pas systématique, mais je veux dire que ce sont des situations qui sont assez souvent similaires ou croisées, etc. Donc il y a un truc tout bête à faire, c'est qu'aujourd'hui quand même avec les ordinateurs, les tablettes, et les appareils photo numériques et tout, on peut soi-même prendre des photos, voilà. Et donc prendre des photos soi-même,
de soi, tout simplement, faire des selfies, on peut faire des trucs tout à fait satisfaisants. Moi, je fais, c'est ce que je fais, hein. Moi, personne ne me prend jamais en photo, et depuis le 1er janvier, je m'impose de faire des vidéos, et donc, en soi, je suis obligée de soigner mon apparence, de soigner mes vidéos et de mettre des petits bouquets, par exemple, pour que ce soit plus agréable, et c'est une façon de modifier l'apparence physique que j'ai, par exemple. Par exemple, au début, vous voyez, je me maquillais, je mettais du rouge à lèvres, tout ça. Puis Thomas m'a dit dernièrement, le rouge à lèvres, non, bon, alors du coup, j'en mets plus. Bon, mais bon, ça peut paraître secondaire, mais ce que je veux dire, c'est que il existe plein de façons d'être, comment dire, de s'accepter physiquement. Alors il y a plusieurs choses à faire. Faire des selfies, se faire photographier par vos enfants, si vous avez des enfants. Vous demandez à vos enfants de vous prendre en photo. Vous expliquez à vos enfants. Vous dites à votre gamin, je me trouve pas très jolie, je voudrais que tu me prennes en photo de temps en temps. Et votre enfant va vous prendre en photo et il va adorer ça. Il va adorer ça. Les enfants adorent prendre leurs parents en photo. Votre mari peut très bien vous prendre en photo. Moi, par exemple, personne ne me prenait jamais, pendant 25 ans, quasiment jamais personne ne m'a pris en photo. Hormis mes filles, quand je leur demandais. Parce que mon mari ne prenait jamais de photos. Il détestait les photos. Il détestait les photos parce qu'il n'avait pas une bonne image de lui, et donc il trouvait normal que j'ai pas une bonne image de moi. C'est tout à fait cohérent, en fait, quand vous regardez bien. Mais il existe plein d'autres choses à faire. Il existe, par exemple, le fait de danser seul ou de danser avec quelqu'un, prendre des cours de danse, par exemple, quelle que soit la danse, va vous permettre de vous sentir plus à l'aise dans votre corps par rapport au corps des autres et par rapport à vous-même. Le fait de faire de la gym, même de la gym douce, surtout de la gym douce, avec de la musique qui vous plaît, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez soin de vous, vous améliorez l'image que vous avez de vous-même. Voilà. Quand vous achetez des fringues, si vous aimez faire de la couture, essayez de vous faire des vêtements par vous-même. Que ce soit en tricot, que ce soit en couture, le fait d'avoir fabriqué des objets par vous-même que vous portez et que vous assumez dans vos choix, justement, dans vos choix esthétiques, eh bien c'est vachement important. Parce que j'ai des cheveux qui me chatouillent. C'est vachement important parce que là encore, vous redorez l'image que vous avez de vous. C'est important d'avoir des activités qui n'aient rien à voir avec votre esthétique aussi. Le fait de fabriquer des choses par soi-même, c'est pour ça que d'ailleurs toutes les activités manuelles ont tant le vent en poupe depuis quelques années, c'est parce que ça contribue à avoir de soi-même une meilleure image que l'on a. Voilà. Si vous mangez un plat tout préparé, quelle que soit la qualité qu'il est, ça ne sera jamais aussi agréable que de cuisiner un truc vous-même, quand vous invitez des gens à manger, par exemple, le fait de partager un repas que vous avez vraiment cuisiné va vous donner une image de vous-même plus satisfaisante. Et votre côté physique va passer au second plan. Ça va pas vous empêcher de vous faire belle pour autant, au contraire, c'est l'occasion ou jamais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que être à l'aise dans son corps, ça fait partie d'une démarche plus globale qui consiste à avoir de soi une meilleure image. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose de connexe dans l'estime par rapport à l'estime de soi, vous, de façon croisée, vous améliorez l'image que vous avez de vous. Voilà pourquoi c'est important. Alors, il est à noter que les gens qui sont extrêmement pudiques, en règle générale, ont très probablement, enfin ça n'a pas été dit, ça n'a pas été évoqué, enfin ils ont beaucoup parlé du fait d'être incapable de faire l'amour à la lumière, par exemple. Ça, ils en ont parlé dans l'émission, mais il n'a pas été évoqué le fait d'avoir du plaisir, d'avoir des orgasmes ou pas, par exemple. Généralement, les gens qui sont pudiques, je pense, ont beaucoup de mal à accepter les caresses et ont beaucoup de mal à en donner. Et donc, il n'y a pas de masturbation non plus, il n'y a pas... voilà. Alors, pour les gens qui ont du mal à se caresser, il y a les massages. Vous achetez une huile
Et il faut, je pense que l'idéal, c'est dans un premier temps d'envisager le massage, non pas comme des préliminaires sexuels, mais vraiment uniquement comme des massages purement thérapeutiques pour se faire du bien. Commencez par vous masser les jambes, par vous masser les bras par exemple, par vous masser les mains, par vous masser le visage. Vous pouvez vous auto-masser vous aussi. Que ce soit les hommes ou les femmes, vous pouvez vous masser le visage. Quand vous êtes fatigué, le fait de vous masser le visage, de vous masser les bras, de vous masser les avant-bras, de vous masser les cuisses, de vous masser les jambes, de vous masser les pieds, vous-même pour vous, c'est excellent pour votre santé. Et puis, ensuite, vous allez, j'espère, oser vous masturber aussi. Oui, je sais, c'est extrêmement tabou. Je ferai une vidéo exprès sur le sujet. Parce qu'on ne peut pas tout mélanger non plus. Mais c'est très important. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à se caresser et à caresser son partenaire, que ce soit son mari ou que ce soit son partenaire, vous pouvez utiliser une plume d'oiseau aussi. Une plume d'oiseau, il y a une connotation plus sensuelle. Alors c'est pareil. Même si pendant 3 mois ou 6 mois, vous ne vous caressez que les mollets et que les bras, ça n'est pas grave. Ça sera toujours une étape qui vous aidera de toute façon à vous réconcilier avec votre corps. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Voilà. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, ce sera sur la masturbation.